Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette présentation, on va aborder un exemple simple de l'application de la méthode des éléments finis traitant de l'élément barre. On considère la barre de la figure ci-contre. Elle est encastrée à gauche et subit une force de 10 kN à droite. Ses caractéristiques sont module de Young 210 gigapascal, une longueur totale de 1 mètre, une section constante de 0,005 mètres carrés. On cherche en fait le déplacement du point d'application de la force et la valeur de la réaction au niveau de l'encastrement. Cela doit se faire en utilisant la méthode des éléments finis et en se basant sur un maillage comportant dans un premier temps un seul élément barre et dans un second temps deux éléments barre. Il est demandé de discuter les résultats obtenus. Avant qu'on aille dans le détail de la résolution de l'exercice, je voudrais revenir sur quelques résultats théoriques concernant les éléments barres. Un élément barre est un élément qui ne travaille qu'en traction-compression. Il est caractérisé par son module de Young E, sa longueur L et sa section droite S. Pour l'étude, on a défini en général deux repères, un repère local petit x, petit y et un repère global grand X, grand Y, qui peuvent être parallèles ou non selon l'orientation θ de la barre. Un élément barre dispose de deux nœuds IJ. Dans le repère local XY, on n'a que les déplacements UI et UJ qui sont non nuls car la barre ne travaille qu'en traction-compression. Dans ce repère, la matrice de rigidité de l'élément E peut être écrite sous une forme réduite 2 x 2 ou étendue 4 x 4. Si la barre présente une orientation θ par rapport au repère global XY, il est nécessaire de faire appel à la matrice d'orientation RE qui lie le vecteur de déplacement nodal au vecteur de déplacement global comme suit. Ensuite, la matrice de rigidité exprimée dans le repère global peut être obtenue par application de cette relation. On commence la solution du problème avec un maillage contenant un seul élément. Il est très pratique d'adopter la description du maillage par le biais d'un tableau comme suit. On a un seul élément, l'élément 1, comportant les nœuds 1 et 2 avec une orientation nulle, θ est égal à 0. Ce qui fait que les grandeurs dans les repères local et global sont identiques. Ce qui nous permet d'utiliser la matrice de rigidité élémentaire réduite 2 x 2, qui est petit K1, qui est égal à grand K1, comme suit. Par ailleurs, le vecteur des déplacements nodaux est défini par le vecteur grand Q comportant les déplacements nodaux petit U1, petit U2 qui est identique au déplacement dans le repère global grand U1, grand U2. Enfin, le vecteur des charges nodales grand F comporte les forces F1 et F2 appliquées au niveau des nœuds 1 et 2 le long de l'axe de la barre. Nous obtenons ainsi le système algébrique décrivant l'équilibre statique de notre barre qui s'écrit comme étant le vecteur grand F est égal à la matrice grand K1 fois U. Les conditions aux limites du système considéré se présentent comme suit. On a un encastrement au niveau du nœud 1, ce qui veut dire que le déplacement U1 est nul et on doit avoir une force de réaction RH1 qui permet de bloquer effectivement ce degré de liberté. Par ailleurs, au niveau du nœud 2, on a une charge extérieure appliquée qui F est égal à 10 kN selon l'énoncé.
En appliquant les conditions aux limites précédentes, le système peut être simplifié et devient ainsi comme suit. Donc on a le U1 qui est égal à 0, va simplifier l'écriture du système. En effet, on procède à l'élimination des parties liées à U1 est égal à 0. Donc on va éliminer les parties barrées comme montré sur la diapo. Ainsi, on va aboutir à un système réduit. On a tout simplement F extérieur qui est égal à ES sur L fois U2, ce qui nous permet de calculer le déplacement au niveau du nœud 2 qui va valoir L fois la force extérieure sur ES, et ce qui est demandé dans l'énoncé. Une fois le déplacement calculé, on reprend le système avant simplification et on calcule la réaction à partir de la première équation seule. En effet, on va avoir RH1 qui est égal à ES sur L fois 0 moins ES sur L fois U2, ce qui nous donne directement l'expression de RH1 comme étant moins ES sur L U2 et qui nous donne directement c'est moins F extérieur. On voit bien qu'on a un équilibre statique de toutes les forces appliquées. Donc si on fait la somme sur l'axe horizontal, RH1 plus F extérieur, on va avoir un 0 qui traduit l'équilibre statique de notre barre. On va maintenant résoudre le même problème avec un maillage composé de deux éléments comme décrit sur la figure. Le tableau résume les données relatives à ce maillage, aussi bien la connectivité que les caractéristiques des éléments. Le premier élément est défini par les deux nœuds 1 et 2. La longueur de cet élément est L sur 2, son orientation est nulle. Le second élément comporte les nœuds 2 et 3 et sa longueur est L sur 2. Son orientation est nulle. Le fait que l'orientation des deux éléments par rapport au repère absolu est nulle fait que les matrices de rigidité élémentaire exprimées dans le repère local ou dans le repère global sont identiques, ainsi que les vecteurs de déplacement nodaux, ce qui facilite la mise en œuvre des équations régissant le comportement des systèmes. Le vecteur des déplacements regroupe les degrés de liberté des différents nœuds composant le maillage. Comme on a dit tout à l'heure que les éléments sont des barres qui ne travaillent contraction-compression, ce qui veut dire que les déplacements transversaux V1, V2, V3 sont nuls. Donc le vecteur de déplacement ne va comporter que les déplacements axiaux, notamment U1, U2 et 3. Ces déplacements U1, U2 et 3 sont accompagnés de charges nodales F1, F2 et F3 regroupées dans le vecteur grand F. Le système décrivant l'équilibre statique de la barre doit être comme suit. Grand F est égal à la matrice de rigidité grand K fois le vecteur de déplacement grand Q. La matrice grand K est la matrice de rigidité globale obtenue par assemblage des matrices élémentaires K1 et K2. Elle est de dimension 3 x 3 car les vecteurs grand F et grand U sont de dimension 3 x 1. Pour mettre en œuvre la matrice grand K, il y a plusieurs méthodes. Donc on va présenter deux méthodes. La première est la méthode d'assemblage qui se base sur l'utilisation de la matrice booléenne d'assemblage AE qu'on a vu dans le cours. Dans cette méthode, les vecteurs des déplacements en repère global des éléments barres 1 et 2 sont calculés comme suit. Donc le vecteur Q1 qui représente le vecteur des déplacements nodaux de l'élément 1, donc comportant le nœud 1 et le nœud 2, peut être déduit du vecteur global grand Q comme étant A1 fois Q. Donc la matrice A1 ne comporte que des 1 et des 0. De la même façon, on définit grand Q2 comme étant la matrice A2 fois grand Q. Donc ces deux matrices booléennes permettent au fait de positionner les composantes de déplacement de l'élément considéré dans le vecteur de déplacement global. Ayant identifié les matrices booléennes A
A1 et A2. Il est possible de calculer la matrice de rigidité globale en appliquant la relation donnée dans le cours. Grand K est égal, la somme de E est égale à 1 jusqu'à le nombre d'éléments. Ici, le nombre d'éléments considéré il est de 2. De AE transposé KE AE. Donc, on a mentionné la contribution de chacune des matrices élémentaires, K1 et K2, en couleurs différentes pour voir la contribution de chacune d'elles différemment dans la matrice finale. Donc, tout calcul fait, on aboutit à la matrice 3 x 3, grand K, où on voit les éléments rouges correspondant à l'élément 1 et les éléments en vert correspondant à l'élément 2. On voit que la composante de 2, ou l'élément K de 2, qui est en bleu sur la diapo, au fait, c'est un élément qui est obtenu par l'addition de deux termes, l'un appartenant à l'élément 1 et l'autre appartenant à l'élément 2. Et cela correspond à la connectivité des deux éléments 1 et 2 au niveau de nœud 2. En ce qui concerne la deuxième méthode d'assemblage, qui peut être considérée comme directe, elle se base sur l'utilisation du tableau de connectivité pour calculer la matrice de rigidité. Cette méthode est particulièrement intéressante pour les systèmes de dimension réduite. Donc, dans notre situation, le modèle comporte 3 nœuds, chacun ayant un seul degré de liberté. Donc, la matrice de rigidité globale aura une dimension de 3 x 3. Donc, on a la matrice vide suivante qu'on va remplir graduellement. En se basant sur le tableau de connectivité, on a l'élément 1 qui est compris entre le nœud 1 et le nœud 2. Ce qui fait que la contribution de cet élément à travers la matrice de rigidité grand K1 va se limiter aux positions déterminées par les indices 1 et 2 qui sont indiqués en rouge. C'est là où il faut placer les éléments de la matrice de rigidité K1 dans la matrice globale. On passe maintenant à l'élément 2, composé des nœuds 2 et 3. Sa contribution se fait à travers la matrice K2, dont les éléments sont donnés sur la diapo et désignés en vert. Donc, l'élément 2 est compris entre le nœud 2 et le nœud 3, et on doit positionner les éléments de la matrice K2 à l'intérieur de la matrice de rigidité globale comme indiqué en vert. On voit que le nœud 2 il est commun entre l'élément 1 et l'élément 2, ce qui veut dire qu'on doit additionner les éléments de rigidité correspondants. Donc on va avoir le terme ES sur L2 plus ES sur L2 qui permet d'avoir la connectivité entre les deux éléments barres 1 et 2. On aboutit ainsi à la même matrice de rigidité globale trouvée précédemment. Et on voit clairement la contribution des deux éléments 1 et 2 en couleurs différentes. Le rouge c'est pour l'élément 1, le vert c'est l'élément 2 et l'élément en bleu représente la contribution commune des deux éléments au niveau de nœud 2. On résume maintenant le système qu'on doit résoudre. Donc, il se présente sous la forme f est égal à grand K fois grand Q. Le vecteur f donc comporte les trois composantes f1, f2, f3. Et le vecteur grand Q regroupe les déplacements nodaux U1, U2, U3. La matrice grand K a été détaillée précédemment. Les conditions aux limites qu'on doit appliquer avec ce nouveau maillage sont les suivantes. Donc, on a toujours un encastrement au niveau du nœud 1, ce qui veut dire que le déplacement U1 est égal à 0 et on a une réaction RH1 qui bloque ce déplacement. Pas de force appliquée au niveau du nœud 2, donc il est libre de translater. Donc, F2 est égal à 0. En outre, on a une charge extérieure appliquée au niveau du nœud 3, F3 qui est égal à F extérieur et qui est égal à 10 kN donné dans l'énoncé de l'exercice. Donc l'application de ces conditions limites nous mène vers le système
d'équation suivant. Pour résoudre le système précédent, on procède d'abord par simplification. Donc on va éliminer l'équation correspondante à la condition limite U1 est égal à 0, comme montré sur la diapo. Donc on aboutit à un système réduit à deux équations à résoudre, dont les inconnues principales sont U2 et U3. La manipulation elle est très simple et nous aboutissons au déplacement U2 et U3 dont les valeurs numériques sont données sur la diapo. Une fois le vecteur déplacement calculé, on reprend le système avant simplification et on calcule la force nodale RH1 à partir de la première équation qui n'a pas été utilisée. Et on tombe sur le même résultat qu'on a trouvé précédemment en utilisant un seul élément. On trouve que RH1 est égal à moins F extérieur. Ceci permet d'assurer un équilibre statique global de la structure. À ce stade de l'étude, on peut dire que pour résoudre le problème posé, nous avons suivi pour les deux cas la même procédure. En effet, on a commencé par la définition du maillage et des matrices de rigidité élémentaire. Ensuite, on a calculé la matrice de rigidité globale dans le repère absolu, en passant éventuellement par la phase d'assemblage, dans le cas du maillage à deux éléments. Ensuite, on a écrit le système algébrique F est égal à Kx, qui caractérise l'équilibre statique de la structure, et on a défini les conditions aux limites associées au système. Comme quatrième étape, on a procédé à la simplification du système algébrique en exploitant les conditions limites pour pouvoir calculer les déplacements inconnus. Enfin, on a procédé au calcul des forces nodales inconnues en exploitant les équations non utilisées dans l'étape précédente. Une fois les résultats obtenus, on a constaté que pour les deux cas de figure, on a obtenu des résultats identiques. Ce qui veut dire que l'augmentation de la taille du maillage n'a pas apporté dans ce cas de figure d'informations supplémentaires. En plus, les deux résultats sont conformes à ce qui est prévu par la statique et par la RDM. Pour le problème considéré, les calculs ont été largement simplifiés par le fait qu'on avait l'orientation θ nulle. Donc le repère local était tout le temps coïncident avec le repère absolu. Les matrices de rigidité élémentaire étaient de dimension 2 x 2 et le maillage pour le maillage à un élément est de taille 3 x 3 pour le maillage à deux éléments. Si θ était non nul, on devait faire appel à la matrice d'orientation RE, qui comporte des éléments en cosinus et sinus, à chaque fois qu'on devait passer du repère local au repère global. En particulier, ce calcul doit se faire au niveau de l'étape 2. En outre, on devait utiliser les matrices de rigidité élémentaire étendues de dimension 4 x 4. Donc au lieu d'utiliser la matrice 2 x 2 où on comptait uniquement les déplacements axiaux UI, UJ, on devait étendre les dimensions de ces matrices-là, donc 4 x 4, donc inclure les déplacements VI et VJ, malgré qu'ils sont non nuls, pour pouvoir faire la transformation du repère local au repère global, qui s'écrivait donc la relation, souvenez-vous, R transposé fois petit KE fois R, pour obtenir la matrice d'orientation dans le repère global. Donc, le fait que θ est non nul complique énormément les calculs, et ça nous l'avons déjà vu
dans l'exemple traité dans le cours et qui est illustré par la figure ci-contre. Malgré, dans cette situation, les calculs sont beaucoup plus importants, la démarche que je viens d'expliquer dans cet exemple, elle est toujours la même, sauf que l'effort calculatoire, il est beaucoup plus important.